Qu'est-ce qui se passe quand le sexe devient une véritable addiction inarrêtable? Eh bien, approchez-vous mes médacas, je vais vous montrer les conséquences de ce trouble méconnu qui peut devenir très envahissant. En fait, les femmes dans cette situation sont considérées comme des nymphomanes. Si on parlait plutôt d'hommes, là, le mot est moins connu et on parle de satyriasis. Mais bon, ces deux termes sont souvent utilisés à tort et à travers. Et aujourd'hui, en vrai, les spécialistes parlent plutôt d'hypersexualité ou d'addiction sexuelle. Comme toutes les addictions, c'est un sujet en vrai sérieux et pas à prendre à la légère. On va voir comment ce comportement plein de clichés peut apparaître et comment il peut s'aggraver au fil des années jusqu'à atteindre certains stades vraiment extrêmes et durer potentiellement toute la vie. C'est ce que nous allons voir justement sur le fait de vivre avec une nymphomanie. Bref, on démarre directement avec l'apparition de l'hypersexualité. Qu'on soit hypersexuel ou simplement en quête de rencontre, on passe forcément un moment par la recherche d'un partenaire. Mais là, notre cobaye Gustave ne sait pas trop comment s'y prendre dans la jungle hostile du dating. Parce que entre les lapins, les ghostings, les faux profils, les rencontres flippantes, il est un peu perdu. Heureusement, il peut compter sur Adopt, qui est le partenaire de la vidéo. Et ça tombe parfaitement bien parce que Adopt, c'est bien plus qu'une simple application de rencontre. En fait, c'est une marque éthique française qui respecte la vie privée de ses 30 millions d'utilisateurs. D'ailleurs, l'appli Adopt repose sur le concept de slow dating, c'est-à-dire tout simplement prendre le temps avant de se rencontrer et privilégier la qualité à la quantité. Et pour ça, l'appli Adopt vous permet de créer un profil très complet, avec une grande liberté pour exprimer votre personnalité. Et aussi, Adopt est doté d'une barre de recherche appelée la recherche magique. En fait, vous entrez vos envies du moment ou la description de la personne idéale et hop là, tous les profils qui correspondent à votre recherche apparaissent. Par exemple, pour Gustave, une brune avec des lunettes et une marinière, par exemple. Et attention, en fait, Adopt, c'est la seule app de rencontre qui n'utilise pas d'algorithme de matchmaking. C'est-à-dire en fait des algos qui classent les utilisateurs en fonction de likes reçus. À la place, sur Adopt, chacun peut avoir accès à tous les utilisateurs inscrits. Et en plus, d'ailleurs, c'est la seule app de rencontre qui garantit un ratio 50% d'hommes, 50% de femmes inscrits et actifs. Grâce à ça, si vous êtes un mec comme Gustave, vous avez plus de chances de séduire, quoi. Bien entendu, j'ai un bon plan en fait pour faire des belles rencontres. Parce que avec le code Poisson Fécond, vous avez accès à une semaine d'abonnement offerte. Bref, toutes les infos sont en description et nous, je pense qu'on va pouvoir vraiment comprendre comment l'hypersexualité peut apparaître chez quelqu'un. Et du coup, pour commencer tout ça, on va se pencher sur l'histoire assez traumatisante de Jenny qui vit en Angleterre. Parce que à seulement 9 ans, Jenny, elle perd sa mère et presque toute sa famille en vraiment très peu de temps. Et il ne lui reste plus alors que son papa, mais âgé de 72 ans. Sauf que très vite, le daron, qui pourtant est un peu âgé, il se met à utiliser des services de prostituées. Et il invite alors régulièrement des stripteaseuses à la maison. Et alors ça ne s'arrêtera plus. Là, forcément, la petite, elle est confrontée à des scènes de sexe vraiment très jeunes et de façon assez malsaine, faut le dire. Et ce qui fait que à cause de tout ça, elle va souffrir d'hypersexualité au cours de son adolescence. Je le rappelle, on va utiliser ce terme plutôt que nymphomane parce que c'est un peu plus correct. L'hypersexualité, ça peut être déclenché par plein de facteurs différents. Généralement, c'est produit en fait par un traumatisme durant l'enfance. Un petit peu comme Jenny ou même pour notre cobaye Gustave là qui a aussi vécu un drame très jeune, qui fait que ça va déclencher ça en lui aussi. Ce qui peut paraître d'ailleurs assez fou, mais petit à petit en fait, la sexualité ça devient une stratégie de défense inconsciente. Que ce soit par exemple pour s'évader de la réalité, afin de ressentir des émotions agréables, ou pour chercher une forme de contrôle, afin de ne plus être victime des événements, notamment le trauma qui reste toujours dans un coin. Bref, dans tous les cas, l'hypersexualité ça touche 3 à 6% de la population. Et ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. Du coup, que ce soit chez l'un ou chez l'autre, l'hypersexualité ça devient un état constant, et avec des périodes aussi de crise intense. Et ça, c'est ce que raconte d'ailleurs une certaine Cerise dans une interview. Et en fait, Cerise, déjà à seulement 12 ans, elle se masturbait déjà tous les soirs. Mais au fil du temps, elle a aussi commencé à se masturber le matin et également dans la journée. En fait, c'est fou, mais Cerise se sentait constamment excitée. Et ça commençait sérieusement à lui faire peur. À un moment, elle a décidé alors d'en parler à sa maman et sa mère lui a suggéré d'utiliser des sextoys. Du coup, elle a plutôt bien suivi ses conseils, j'ai envie de dire, puisque aujourd'hui, Cerise, elle a 18 ans, elle possède une collection de 25 sextoys. Et elle a déjà couché avec 20 hommes différents. Alors, elle le dit elle-même, mais elle pense au sexe au moins une quarantaine de fois par jour et ça peut vraiment survenir à tout moment. En fait, c'est simple, mais dès qu'elle se sent stressée, angoissée, déprimée, ça recommence. Et là, faut vraiment bien comprendre que c'est plus que de simples pensées sexuelles. En fait, lors de ces périodes de crise, on parle plutôt de craving, de véritables pulsions incontrôlables. De manière générale, ça consiste surtout à regarder du porno, à se masturber. Mais rapidement, quand on est atteint de ça, ça peut devenir
de plus en plus extrême et envahissant. Et même si les premières fois, on comprend pas trop ce qui se passe. C'est difficile de déterminer précisément le moment où j'ai réalisé que quelque chose clochait. J'ai découvert et exploré ma sexualité très jeune. Mais j'ai toujours été dans le déni, je trouvais des excuses. Puis, en moins de 6 mois, j'ai perdu ma mère et ma meilleure amie. Et ça a aggravé mon addiction au sexe. Il ne se passe pas une heure sans qu'une pensée sexuelle me traverse l'esprit. Je n'avais jamais vu ça comme une addiction, jusqu'à ce que mon thérapeute me le fasse remarquer, et là c'est devenu une évidence. Parce qu'en effet, c'est assez difficile de prendre conscience de cette addiction. D'autant plus qu'en vrai, ça arrive progressivement au fil des années. En tout cas là, pour l'instant, notre jeune cobaye Gustave, il pense aussi qu'il aime juste beaucoup le sexe. Et là, il se rend vraiment pas compte qu'il est en train de développer une addiction. En fait, faut le dire, mais même les spécialistes ne sont pas d'accord sur la définition d'hypersexualité. Ils reconnaissent que ça existe, je veux dire, on peut l'avoir. Il y a encore des débats là-dessus. Néanmoins, faut quand même le dire, mais les premières conséquences sont plutôt physiques. Par exemple, sur Reddit, une jeune utilisatrice atteinte d'hypersexualité, elle raconte qu'elle se masturbe énormément. Quand je dis énormément, c'est qu'elle finit par s'arrêter de se masturber que lorsqu'elle a mal dû à tous les frottements, ou lorsque sa main lui fait trop mal, qu'elle est trop engourdie, ou qu'elle est trop fatiguée. Avec le temps, son corps s'habitue et supporte sa sexualité de plus en plus intense. Et ça, c'est pareil du côté de Gustave. Là, on n'en est qu'au début. L'addiction commence à peine. Elle va devenir de plus en plus envahissante après quelques années. Pour comprendre comment l'addiction au sexe, elle évolue, on va parler du cas de Justine. Alors elle vit en Belgique et très tôt, dans l'adolescence, elle voulait plaire aux hommes à tout prix. Là, elle est tombée alors en anorexie, mais malgré ça, elle se sentait toujours mal dans sa peau. Alors elle a commencé à se masturber pour tenter de combler ce mal-être. Et là, mince, elle est tout de suite devenue accro. Et ce qui était censé l'aider à la base, du coup, être mieux dans sa peau, c'est devenu un véritable enfer. Mais très vite, elle n'éprouvait plus vraiment de plaisir à faire ça en solitaire. Alors, c'est simple, elle s'est mise à coucher avec énormément d'hommes, généralement des inconnus. Quand je dis énormément, c'était vraiment intensif, au rythme de 1 par jour et parfois même plusieurs en une journée. Peu importe où, peu importe avec qui, tant qu'elle le faisait. Là, Justine, elle est entrée alors dans une spirale infernale, comme toutes les personnes qui tombent dans l'addiction au sexe. Voilà. Et là, pour ces gens-là, la masturbation leur apporte de moins en moins de plaisir. En fait, ça ne leur suffit plus. À un moment, elles se mettent à multiplier les coups d'un soir. Et ça, c'est aussi le cas de notre cobaye Gustave, après quelques années seulement d'addiction. Tout ça, c'est à cause du phénomène d'accoutumance à la dopamine. Et la dopamine, c'est la même hormone qui est produite dans notre corps qui nous rend accro aux drogues. Notamment, quand on prend de la drogue, on a des shoots de dopamine, c'est ça qui fait qu'on kiffe. Lorsque vous faites du sexe, ça libère beaucoup de dopamine, donc la fameuse hormone du plaisir. Plus il y a de sexe, plus le cerveau s'habitue à des niveaux élevés de dopamine. En gros, plus vous vous habituez à des sensations fortes, plus elles deviennent normales, et donc vous avez besoin de lever encore plus le niveau pour avoir toujours la même dose de plaisir. Et à ce moment-là, quand vous êtes arrivé à un haut level, on va dire, c'est là où ça peut devenir une dépendance. Et ça, c'est le cas de Jenny dont on a parlé au tout début. Parce que Jenny, comme elle le dit, elle a envie de faire l'amour au moins une bonne vingtaine de fois par jour. En fait, c'est la première chose à laquelle elle pense au réveil. Et si elle n'a aucune activité sexuelle, elle se sent grincheuse, elle se sent déprimée. Parce que le sexe, c'est un petit peu comme fumer une cigarette, ça va soulager les tensions. Et quand ça devient quelque chose de très fort, comme un besoin vital, on n'arrive pas à faire autrement. Et donc Jenny, pour réussir à pallier tout ça, elle a pris l'habitude de transporter un vibromasseur silencieux dans son sac à main. Et elle va l'utiliser au moins 6 fois par jour. À la maison, dans les toilettes du travail, en mangeant. Petit vient en mangeant. Et on va voir plus tard que ça peut conduire à des situations problématiques. Du côté de notre cobaye, Gustave, vous le voyez, il va développer lui aussi une libido et un appétit sexuel démesuré. Où sont les poulards ? J'ai faim! Parce qu'en fait, avec l'hypersexualité, le sexe devient la priorité numéro 1, mais de jour comme de nuit. Et ce qui fait que la personne, elle est complètement matrixée, elle voit tout à travers le prisme du sexe. Bref, le quotidien de ces personnes finit par être complètement organisé autour de cette obsession. Et ça en devient même plus important que la famille, les amis, le travail. Et elle peut pas arrêter en fait, c'est vraiment quelque chose que la personne subit, c'est plus fort qu'elle. Et du coup, comme toute forme d'addiction, en vrai, l'hypersexualité, ça peut provoquer beaucoup de souffrance. Que ce soit chez la personne, mais aussi dans son entourage. J'ai ruiné pas mal d'amitiés parce que j'ai couché avec les petits amis de mes amis. J'avais aussi la réputation d'être la salope du bureau. À 27 ans, j'ai déjà couché avec plus de 200 personnes, dont le mari de ma sœur lors de vacances en famille. Depuis, ma sœur ne me parle plus. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de mon addiction. J'ai réussi à reparler avec des amis, mais ils sont toujours très froids et ne me font pas confiance. La plupart refusent encore de me voir. Et comme elle, Gustave n'a plus beaucoup d'amis. Les gens l'évitent. Sa vie sociale est de plus en plus limitée en dehors du sexe. D'ailleurs, souvent,
les addicts au sexe, ils se sentent mal après avoir succombé à leurs pulsions. Ils se sentent coupables, honteux, tristes, dégoûtés, ou même en colère de subir cette addiction. Ils sentent que c'est plus fort qu'eux. Et parfois, ça s'accompagne de crises d'angoisse. Mais on va voir maintenant comment l'hypersexualité peut aller encore plus loin en gâchant des vies. Alors si on revient en Belgique, l'addiction au sexe de Justine, elle a bien failli lui coûter son travail parce que tout simplement elle arrivait en retard au boulot parce que elle passait la nuit et les matinées à se toucher. Et au bout d'un moment, elle partait de chez elle en panique, en oubliant même souvent des affaires. Et une fois arrivée à son travail, elle ne parvenait même plus à se concentrer. Là, elle se mettait à regarder du porno ou elle envoyait des sextos. Et ça, après des années d'addiction, notre cobaye Gustave, lui aussi, il finit par le subir. Et il est souvent en retard. Mais c'est peut-être encore plus problématique du côté de Jenny en Angleterre, puisque un jour, elle a une envie irrésistible de se toucher alors qu'elle est dans un open space. Donc voilà, un grand lieu ouvert avec plein de gens quoi. Alors bien sûr, elle pourrait aller aux toilettes, sauf que là, pour elle, non, c'est trop urgent. En fait, elle a tout simplement l'impression qu'elle va devenir folle si elle ne se touche pas maintenant, tout de suite. Alors, c'est ce qu'elle va faire, tout simplement, le plus discrètement possible, avec ses collègues, du coup, à quelques mètres d'elle. Et en vrai, c'est pas rare que les personnes addictes au sexe soient licenciées à cause d'un dérapage. C'est plus fort qu'elles. Et même si c'est pas le cas, même si elles ne dérapent pas, ou en tout cas qu'on ne les voit pas, elles ont dans tous les cas beaucoup de mal à se concentrer et à bien faire leur travail, étant donné que leurs pensées tournent toujours autour de ça. Faut être honnête, le plus difficile, c'est peut-être leur vie de couple. Par exemple, le sexologue Gérard Leleu a suivi pendant des années un homme qui souffrait d'hypersexualité. Et cet homme, il était responsable d'une galerie d'art. Et du coup, ce mec, il couchait avec au moins une de ses clientes par jour. Et en plus de ça, il demandait parfois à sa secrétaire de le masturber au cours de la journée. Au total, l'homme avait envie de faire l'amour jusqu'à 8 fois au quotidien. Mais moi je veux faire l'amour! Je veux faire l'amour! Et évidemment, son épouse, parce que le mec était marié, elle ne pouvait pas tenir le rythme. Et donc Gustine, qui est la chérie de notre cobaye Gustave, elle aussi, elle est épuisée par son addiction au sexe. Et du coup, elle subit une pression constante pour faire l'amour plusieurs fois par jour. Et en vrai, les personnes qui sont atteintes d'hypersexualité, bien sûr, elles se rendent compte qu'elles font souffrir l'autre. Et ça, à un moment, ça peut aussi les pousser à adopter des comportements malsains. Mentir, tromper, manipuler. Typiquement, l'utilisatrice Reddit dont on a déjà parlé, elle avoue très clairement avoir trompé toutes ses relations. Et même quand elle aimait vraiment l'homme. Parce que c'était plus fort qu'elle. Mais il y a certaines autres personnes qui cachent aussi totalement l'hypersexualité à leur famille, de peur d'être rejetées. J'ai 5 enfants et je suis marié à une femme qui ne sait rien de mon problème. J'ai survécu à 2 conflits militaires. Mais rien n'a été aussi difficile que de lutter contre ma dépendance au sexe. Pendant que les enfants sont à l'école, je mène une vie secrète. Pour commencer, je passe environ 4 heures sur internet, sur des chats, des forums, des sites pour adultes. Puis, je vais faire la vaisselle en courant, et je retourne passer encore 2 heures sur internet. Mes pulsions sexuelles ont pris le dessus. En ce moment, je me soucie plus de mes pulsions sexuelles que de ma famille. Et de son côté, comme c'est le cas de ces gens-là, Gustave finit aussi par mener une double vie. Sauf que ça génère une surcharge mentale et un stress extrêmement élevé. Et ce qui fait que beaucoup de gens hypersexuels finissent tout simplement par se perdre dans cette double vie. Elles passent alors leur temps à planifier, à effacer des messages, à mentir, à agir en cachette. Elles vivent alors dans la honte et la peur constante d'être découvertes. Et ça, c'est crevant. D'ailleurs, si les histoires de double vie vous intéressent, sachez que Gustave en a une belle et vraiment surprenante dans le premier tome de ma saga Noisuli, parce que c'est l'un des personnages principaux dedans. Mais revenons à nos moutons. En tout cas, à ce stade, les addicts au sexe cherchent des solutions. Mais comme toute addiction, c'est très difficile d'arrêter, quoi. Et donc, ils vont enchaîner les tentatives, et donc forcément les échecs. Et d'ailleurs, faut quand même le dire, mais les couples ou même les mariages, des gens qui sont addicts au sexe, en vrai, ils tiennent pas très longtemps, quoi. Et ce qui fait que ça finit par arriver. Gustine finit par quitter Gustave. Bref, les personnes qui sont addictes au sexe ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. Mais en plus de gâcher le travail, les amis, la famille, le couple, l'hypersexualité, elle peut carrément devenir dangereuse. Alors parfois, les personnes qui sont addictes au sexe, elles se rencontrent, comme par exemple Louisa, 47 ans, qui a croisé un certain Jonathan lors d'une soirée libertine. Et Jonathan, ça tombe bien, c'est un autre addict au sexe. Et là, depuis, ils vivent leur meilleure vie. Ici, ça baise, hein. Là, ils ont démarré une relation libre, c'est-à-dire que chacun peut aller voir ailleurs, mais ils restent en couple. Et ce qui fait que tous les deux, en tant que bons addicts au sexe, ils vont alors jusqu'à faire l'amour une dizaine de fois par jour. Mais ils vont alors sortir aussi ensemble dans des clubs, des saunas, des soirées échangistes,
etc. En vrai, effectivement, dans certains cas, l'hypersexualité, ça peut être bien vécu. Et certains profitent alors à fond de leur vie sexuelle, débordante. Et Gustave, lui aussi, cherche une partenaire qui peut l'aimer comme il est, avec son addiction. Ça ne va pas arranger son portefeuille. Et là, Jenny, encore une fois, elle est là pour en témoigner. Parce qu'elle peut dépenser jusqu'à près de 1000 balles par an uniquement en frais d'entrée dans des clubs. Et du coup, entre les boîtes de nuit, les clubs libertins, échangistes, etc., ça peut vite chiffrer. Et en plus, encore une fois, des abonnements porno, des tarifs de prostituées. Bref, le total peut vite grimper à plusieurs centaines d'euros par mois. Résultat, l'addiction au sexe est capable d'entraîner des difficultés financières, voire même à terme de plonger la personne dans la pauvreté. Bref, sur le long terme, l'addiction au sexe peut vraiment provoquer un état de détresse psychique. Et ça, c'est le cas de Harrison, qui est un Américain qui s'est confié en interview, parce que pour lui, l'hypersexualité, c'est un vrai supplice. En fait, le sexe occupe constamment son esprit, d'une manière ou d'une autre. Par exemple, chercher quelqu'un avec qui coucher, ou alors essayer de cacher son addiction aux autres, et alors se sentir coupable et honteux, etc. Et Harrison, il le sait, son addiction n'est pas bien, mais il ne parvient pas à l'arrêter, et du coup, il en souffre. À ce stade, ça cause énormément de frustration, de la colère, ça provoque aussi tôt ou tard une baisse de l'estime de soi, et même un mal-être physique et mental. Et ça peut carrément déclencher une crise identitaire. En gros, c'est simple, la personne ne se définit plus qu'à travers le sexe. Toute sa vie tourne autour de ce sujet. Ma femme et moi sommes mariés depuis quelques années maintenant et elle n'en sait rien. J'ai eu des relations extra-conjugales répétées avec des hommes et des femmes. C'est vraiment du sexe pour le sexe, quelque chose de compulsif. J'ai des rapports sexuels non protégés dès que possible, parfois avec des prostituées. Je participe à de grandes orgies avec jusqu'à 20 personnes, voire plus. Je perds le contrôle et je vais finir par attraper une IST ou le sida. Je sais que ça me met en danger, et ma femme aussi. Je me sens extrêmement coupable, mais le sexe, c'est ma façon de gérer n'importe quelle émotion. Et du coup, l'addiction au sexe peut carrément devenir dangereuse, comme le dit donc Harrison, notamment à cause de risques d'attraper des IST. Mais c'est pas tout, puisque sans contraception, forcément, les femmes, elles ont aussi des risques d'avoir des grossesses non désirées. Et en plus de tout ça, l'addiction pousse vers des pratiques toujours plus extrêmes, parfois même dangereuses. Par exemple, pour Jenny, dont on a parlé plusieurs fois, au début, c'était juste des clubs échangistes. Puis, elle a participé à des orgies, puis à des séances de sexe dans des lieux publics. Puis aussi à du chemsex, c'est-à-dire du sexe avec des substances chimiques illicites. Mais aussi à des soirées BDSM, sadiques, masochistes, domination, etc. Selon elle, ces activités ressemblent parfois quasiment à des formes de torture. C'est de l'autre côté de cette porte. Quoi? Ma salle de jeu. Genre une Xbox et des jeux vidéo? Mais il lui est aussi arrivé de se masturber en conduisant. Et là, ce qui est évidemment dangereux, sachant que le risque là est de provoquer directement un accident de la route. Mais malheureusement, Jenny a aussi subi une agression en arrivant dans un lieu échangiste. Elle a croisé un homme dans un couloir qui lui a glissé sa main dans la jupe sans même la regarder. En fait, ça rappelle juste que même pour une personne hypersexuelle, il doit y avoir du consentement, sinon c'est du viol. Bref, l'hypersexualité, ça augmente les risques de rencontre de personnes mal intentionnées. Forcément, du coup, on multiplie les tentatives. Et sans l'aide d'un spécialiste, faut pas croire que ça va partir comme par magie. Non, en fait, l'addiction au sexe peut durer toute la vie. Et jusqu'à parfois évoluer à un stade encore plus grave. Et c'est ce qu'on voit dans cette dernière partie. En 2017, un papy de 90 ans avait consulté un médecin à cause de sa libido excessive. Et oui, en effet, il était atteint d'hypersexualité. Tous les ans, plusieurs personnes de 70 ans et plus consultent à cause de ce trouble. Alors certaines en sont atteintes depuis des années, mais pour d'autres, c'est beaucoup plus récent. Parce qu'en effet, il se trouve que certaines maladies peuvent déclencher ou aggraver l'hypersexualité. Entre autres, le trouble bipolaire ou même la maladie d'Alzheimer. Ou même tout simplement la démence, c'est-à-dire une baisse des fonctions cérébrales provoquée par le vieillissement. Ce qui fait alors que les malades âgés vont alors faire des avances sexuelles inappropriées aux gens qu'ils croisent, par exemple aux soignants, aux voisins, à des inconnus. Et parfois, la demande ça suffit pas et du coup les avances sexuelles deviennent plus agressives, avec des cris, des larmes, des propos inadaptés. Mais c'est pas tout, ces personnes âgées peuvent aussi parfois se mettre à se masturber subitement. Et ça peut devenir difficile à gérer pour la famille ou même les soignants. Et sur le long terme, l'hypersexualité peut aussi déclencher d'autres problèmes de santé. Par exemple, Justine, en Belgique, est tombée dans l'anorexie. En fait, elle voulait être belle et attractive à tout prix. Et pour elle, ça passait par la minceur extrême là en l'occurrence. Et quand je dis extrême, c'est qu'elle est quand même descendue à 32 kilos. Elle était devenue si faible qu'elle n'arrivait plus à monter les escaliers. Et un jour, tout simplement, elle a frôlé la mort à cause de son anorexie. Et c'est alors là qu'elle a décidé de reprendre du poids. Mais bon, l'hypersexualité peut aussi évoluer jusqu'à faire apparaître des paraphilies, c'est-à-dire des comportements sexuels considérés comme anormaux. Alors ça peut être plein de trucs, de l'attirance ou de l'excitation sexuelle pour des objets ou même des situations. Par exemple, la mécanophilie, c'est une attirance sexuelle pour les voitures ou même les machines.
Mais les paraphilies, c'est aussi des comportements criminels interdits par la loi, comme le voyeurisme, l'exhibitionnisme, même d'autres trucs encore pires. Bon, en tout cas, quand on atteint ce stade, on n'est plus dans l'hypersexualité. On a passé un cap, on a basculé dans autre chose. Et là, évidemment, ça peut conduire aussi à des accusations de harcèlement, d'agression, et du coup potentiellement à des amendes ou même des peines de prison. Par exemple, sur Reddit, toujours la même utilisatrice raconte ce schéma de comportement. En fait, il lui arrivait de faire des bêtises à cause de ses pulsions sexuelles. Et puis, à cause de ça, elle se sentait mal et elle commençait alors à déprimer et à être anxieuse. Là, ça lui faisait perdre le contrôle et résultat, elle faisait encore plus de bêtises, comme elle le dit. En fait, la plupart du temps, elle devenait toxique et carrément abusive avec les gens. Et son hypersexualité la faisait alors parfois franchir la ligne et entretenait aussi une dépression. Parce qu'en effet, l'hypersexualité, elle est souvent accompagnée d'une dépression, parfois très grave. Je suis tombée dans de tels excès que j'ai pensé à mettre fin à mes jours. J'étais devenue suicidaire. Cette dépendance au sexe me dégoûtait de moi-même, de la vie. Je me rendais bien compte que je n'arrivais pas à m'en sortir toute seule. Je me suis alors tournée vers les Sexaholiques Anonymes, un groupe qui aide les dépendants sexuels à s'en sortir. Par exemple, à Nantes, des chercheurs ont mené une étude sur le sujet. Ils ont découvert que 40% des personnes qui consultent pour une addiction sexuelle ont déjà fait des tentatives de suicide. C'est quand même du coup hyper élevé quoi, c'est impressionnant. Et de son côté, Gustave tombe aussi en dépression et se met à avoir alors des pensées suicidaires. Bon, écoutez, ça va être un peu triste, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de solution miracle pour gérer l'hypersexualité. Mais dans tous les cas, il faut quand même consulter un spécialiste qui trouvera une solution au cas par cas. En tout cas, sachez que si vous êtes atteint d'hypersexualité, c'est possible d'apprendre à gérer cette addiction et de s'en sortir. C'est pas simple, mais c'est possible. Et bien voilà la Poiscaille, j'espère que cette vidéo vous en aura permis d'en apprendre plus sur ce trouble quand même méconnu, faut le dire. Si vous avez des anecdotes personnelles à raconter en commentaire, évidemment c'est aussi là pour ça. Après en attendant, si vous voulez faire des rencontres saines et sécurisées de votre côté, n'oubliez pas, vous pouvez télécharger l'application Adopt, qui est une appli de rencontre éthique et française, je le précise, le lien est dans la description. D'ailleurs, avant de conclure, j'aimerais vous révéler quelques petits fun facts sur les rêves érotiques. Déjà, il faut savoir que tout le monde en fait, mais de tout âge et de partout dans le monde. D'ailleurs, les rêves érotiques, c'est un terrain d'expérimentation pour notre imagination. Là, le cerveau se lâche et profite de cet espace de liberté totale, sans limite ni jugement. Et si vous avez la chance de pouvoir faire des rêves lucides et donc de prendre le contrôle du rêve, de devenir conscient dedans, ça peut vous permettre d'exaucer vos fantasmes les plus secrets. Bref, si la thématique du rêve vous intéresse, sachez que c'est clairement au cœur de ma saga Noisuli, dont le premier tome sortira très prochainement. Passez une belle nuit et on se dit à la prochaine vidéo.